Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le pass sanitaire prolongé en principauté, le dispositif se généralise à partir du 1er décembre et sera en vigueur jusqu'au 25 février 2022. Plus de détails à suivre dans quelques instants. Les commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, plusieurs cérémonies ont eu lieu en principauté. L'occasion de revenir sur le rôle qu'a joué Monaco lors de cette Première Guerre mondiale. Nous en parlerons avec l'historien Yvan Gastaut. La coopération médicale au service de l'humanitaire. 10 ans d'action sur le terrain étaient à l'honneur hier pour célébrer cet anniversaire. Et puis nous nous rendrons à Dubaï, à quelques jours de la journée du pavillon monégasque à l'exposition universelle. Albert Croesi nous dévoilera le programme et l'importance de cette journée. Dans ce journal également du sport, le compte à rebours est lancé pour le Monaco Rugby Sevens qui participe samedi à la finale de l'Inextenso Super Sevens. Et de la musique avec cet hommage à deux compositeurs proches de la principauté, Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns. Je vous le disais en titre, de nouvelles mesures sanitaires vont entrer en vigueur à partir du 1er décembre. Un choix motivé par la recrudescence des cas dans toute l'Europe. Même si aujourd'hui la principauté est épargnée par ces signaux inquiétants, elle reste concernée. Le gouvernement princier souhaite donc renforcer la vigilance pour contenir au maximum la circulation du virus à Monaco, en incitant notamment le plus grand nombre à se faire vacciner. Écoutons le ministre d'État, Pierre Dartout. Pour inciter à la vaccination, nous avons décidé donc de prendre un certain nombre de mesures. Première mesure, comme vous le savez, le pass sanitaire était obligatoire dans les restaurants, sauf sur les terrasses pour les résidents. Dorénavant, et ce à partir du 30 novembre, il sera obligatoire pour tout le monde, résidents et non résidents, à la fois dans les restaurants et dans les terrasses. Deuxième chose, pour les jeunes de 16 à 18 ans, le pass sera également obligatoire dans ces conditions. Troisièmement, il y a aussi des lieux qui accueillent du public, et notamment le stade, la salle de basket. Ces endroits-là nécessitaient d'avoir son pass sanitaire pour pouvoir y rentrer. Mais c'était une capacité qui était limitée à 1000 personnes. Nous pensons qu'il faut aller plus loin. Et nous avons donc décidé que tous les établissements qui sont en capacité d'accueillir plus de 300 personnes auront également l'obligation d'exiger le pass à l'entrée pour l'ensemble du public qui veut y rentrer. Ce qui vise bien sûr l'opéra, le théâtre Princesse Grace et les différentes salles qui composent le Grimaldi Forum. Je rappelle également que bien que nous voulons étendre la vaccination, il faut continuer à respecter les mesures barrières, et notamment savoir se laver les mains, porter le masque et faire attention, notamment dans la vie familiale, dans la vie privée, à ce que les choses soient bien respectées. Voilà donc pour ces nouvelles mesures. Elles s'ajoutent aux différentes annonces réalisées ces derniers jours, notamment l'ouverture de la 3e dose aux 18 ans et plus. Rappelons également qu'une campagne de dépistage est menée jusqu'à dimanche. Une campagne gratuite pour les monégasques, les résidents, les salariés et les scolaires de la principauté. Ceci toujours afin d'éviter un rebond épidémique. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles mesures? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir. Si on ne continue pas avec le pass sanitaire, on ne va jamais s'en sortir de l'épidémie. Donc oui, effectivement, s'il faut étendre le pass sanitaire à l'extérieur, si c'est nécessaire, je pense qu'il faudra le faire. C'est déjà un choix à la base de se faire vacciner. Ça ne devrait pas être un devoir. Et moi, personnellement, je suis vaccinée par choix. Et du coup, c'est bien pour l'entourage. Et c'est bien de prendre des précautions aussi. Après, je pense, pour le coup, j'étais pas pour, parce que ça empêche la liberté, mais en même temps, les gens ils vont se réunir chez eux, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, je suis mitigée, voilà. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est le respect. Il y a une pandémie, des gens qui décèdent tous les jours, on n'en parle jamais. Donc, en ce 11 novembre, ou pas loin, on commémore une guerre où il y a eu beaucoup de décès. En solidarité à ces gens qui souffrent, bien entendu, ce n'est pas grand-chose que de montrer un bout de papier. Pour moi, c'est pas intéressant de mettre en place ça parce que pour les gens, c'est pas bien, quoi. On ne les laisse pas vivre, donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Ils ont totalement raison.
ont totalement raison parce que je pense que c'est le seul moyen de s'en tirer. Et on sait, quand on regarde un petit peu, quand on ouvre le journal, que si on fait pas le pass sanitaire, on referme. Et comme on n'a pas envie de refermer, donc c'est le seul moyen. Grand 1 et grand 2, je pense qu'il y a suffisamment. Moi, j'ai confiance aux gens et je pense que s'il y a un vaccin qui est sorti, ça veut dire qu'il est fiable et qu'il faut le faire. Mesure donc plutôt bien accueillie par la population. L'autre actualité du jour, ce sont les commémorations de l'armistice du 11 novembre. Avant de revenir en images sur les cérémonies qui ont ponctué cette journée, intéressons-nous au rôle qu'a joué la principauté lors de la Grande Guerre et les relations que le Rocher entretenait avec la France et l'Allemagne. Bonsoir Yvan Gastaut. Bonsoir. Quelle était la position de Monaco pendant la Première Guerre mondiale ? Ce qu'on peut dire, c'est que Monaco, à travers le prince Albert Ier, va avoir deux attitudes, on pourrait dire. Une attitude officielle qui est la neutralité, mais en revanche, dans le comportement d'être immédiatement placé du côté des Alliés et donc en faveur des Français, en particulier des Anglais et des Italiens. Il faut savoir bien sûr que la principauté a des liens privilégiés avec la France, évidemment, avec l'Italie également. Donc le prince Albert Ier va très très rapidement mettre tout un ensemble de choses au service de la France. Par exemple, sa propriété de marché dans l'Aisne et aussi l'hôpital de Monaco qui va servir d'hôpital de guerre pour y soigner des blessés. Également la possibilité de financer un certain nombre de soldats. Et puis, il faut savoir aussi que le prince héritier, Louis II, est appelé le prince soldat. Il s'est très tôt engagé dans l'armée française et pendant le conflit, il s'est largement illustré au feu, au chemin des Dames, à Craonne, et c'est quelqu'un qui est revenu à la fois honoré et consacré par l'armée française. Donc, l'orientation de Monaco ne fait pas doute, elle est très pro-française, très pro-italienne. Il y a eu également des engagés volontaires monégasques qui sont partis au front pendant cette Grande Guerre. Les Monégasques auraient pu bénéficier de la neutralité et ne pas partir au front, mais certains se sont engagés auprès de la France. 80 carabiniers sont partis au front pendant la guerre. Tous n'étaient pas monégasques, mais une partie d'entre eux l'étaient, comme le lieutenant-colonel Burgot, qui a été honoré et qui est mort au front en 1918. Puis aussi des natifs de Monaco, qui étaient parfois monégasques ou parfois habitants en périphérie, qui sont partis aussi au front. Durant ce conflit, quelle image avait le prince Albert Ier ? Une image d'homme de paix ? Oui, le prince Albert Ier est un prince qui a tout de suite, très tôt, s'est engagé, à partir du moment où il est arrivé sur le trône en 1889, il s'est tout de suite engagé vers un processus de pacification, essayant de jouer les agents de liaison, on pourrait dire, entre la France et l'Allemagne en particulier. Et dès que le conflit a été décrété, le prince Albert est abattu, on pourrait dire, il est totalement perturbé par cette situation. Il va essayer d'ailleurs, dans les dernières heures avant le conflit, de convaincre l'Allemagne de se lancer plutôt dans un processus de pacification. Ce ne sera pas le cas, il sera donc désavoué. Et cette guerre le déchire parce qu'il avait aussi de très, très importants liens avec l'Allemagne. Il allait souvent aux régates de Kiel, par exemple. Il avait des liens très intenses avec l'empereur, le Kaiser Guillaume II, et donc il y a quelque chose qui là va jouer un rôle important. Puis en plus, on le sait, en principauté de Monaco, il y a pas mal de personnalités allemandes, des banquiers, du personnel à la Société des Bains de Mer. Et d'ailleurs, ça c'est un élément intéressant, c'est que tout en étant engagé assez clairement du côté des Alliés, il y a des voix qui vont s'élever en France, en particulier du côté de l'Action française et de Charles Maurras, pour fustiger la principauté de Monaco, qui serait, selon ces termes, on connaît les propos outranciers de Charles Maurras, une caverne à Bosch. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, pendant la guerre encore, d'employés allemands à la SBM. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le côté inquiétant que va représenter la principauté de Monaco quant à la succession qui est en crise en 1918, c'est-à-dire le fait que Louis II, le prince héritier, semblerait ne pas avoir de descendance. Et donc la France, s'inquiétant que cette descendance puisse devenir une descendance allemande, compte tenu de tout un ensemble d'éléments liés à la famille princière, notamment par rapport à Florestine, la sœur de Charles III, eh bien, Monaco aurait pu tomber dans une principauté qui serait allemande. Et donc la France va prendre les devants. En juillet 18, quelques mois avant l'armistice, un traité est signé entre la France et Monaco, qui est un traité de protectorat. Ça, c'est très important, parce que dans ce cadre-là, la principauté de Monaco se retrouve un petit peu sous protection et en même temps sous domination de la France. Ce traité la contraint un petit peu. Il a été signé en juillet 1918 et il fait partie du traité de Versailles, en fait. Oui, et la signature de ce traité restera secrète pendant quelques mois.
Oui, il a été révélé quelques mois plus tard. C'est un traité qui a été signé en secret, qui révèle aussi l'inquiétude des Français. Les Français avaient peur que la principauté, alors ça ne s'est pas passé puisque le prince Albert a tout fait pour modifier le principe de succession et faire en sorte que Louis II reconnaisse sa fille illégitime, la princesse Charlotte, et dans ce contexte, la mère de Régnier, donc effectivement, et dans ce contexte-là, la crise de succession sera réglée dans le courant des années 20. Mais la France a eu peur et la France s'est prémunie en créant ce traité de protectorat, en le faisant signer par Monaco, qui obligeait Monaco à se soumettre aux orientations diplomatiques de la France dans ce cadre-là. Donc il y a une forme de moment qui était un peu tendu à la sortie de la guerre entre la France et Monaco. Eh bien, merci beaucoup Yvan Gastaud d'avoir été avec nous ce soir, jour du 11 novembre, jour de l'armistice de 1918 et les liens qui unissent la principauté et la France lors de cette Première Guerre mondiale. Merci infiniment. Merci. Et ce 11 novembre est un jour férié en France, un jour pour commémorer toutes les victimes de la Grande Guerre. La principauté s'est associée à ce devoir de mémoire. Bonsoir Julia Vial, une première commémoration a eu lieu ce matin au Monument aux Morts. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La traditionnelle cérémonie du souvenir en hommage aux morts s'est tenue ce jeudi aux alentours de 11h devant le monument aux morts du cimetière. La mairie de Monaco avait convié pour l'occasion toutes les personnalités et les membres des associations patriotiques de la résistance à assister à cette commémoration. Hommage également à la Maison de France, Julia. Ils étaient organisés par la Fédération des groupements français à Monaco ce matin à 11h30. La cérémonie était présidée par Danielle Merlino, présidente de la Fédération des groupements français de Monaco, et en présence des présidents des associations de la FGFM et des autorités françaises et monégasques. L'armistice de 1918, la commémoration de la victoire, de la paix et l'hommage à tous les morts pour la France ont ainsi pu être correctement honorés en ce jeudi 11 novembre, Émilie. Dans un tout autre domaine, la COP26 se clôture demain à Glasgow. La principauté continue de faire entendre sa voix à ce sommet mondial. Tout à fait, Émilie, avec la présence de Céline Caron-Dagioni, conseillère de gouvernement, ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Elle a participé au segment ministériel de la COP26 en compagnie d'une délégation de la direction de l'environnement les 9 et 10 novembre dernier. L'objectif de ces échanges, parvenir à un consensus sur les principales questions en suspens, telles que l'article 6 de l'accord de Paris, les objectifs de transparence et d'adaptation, ainsi que les calendriers communs. Plus généralement, la principauté a réaffirmé son engagement contre le changement climatique, avec notamment la réduction des polluants atmosphériques en privilégiant désormais les transports propres. Merci Julia. Nous l'évoquions dans notre édition d'hier. Depuis 10 ans, le centre hospitalier Princesse Grace appuie les actions de la direction de la coopération internationale. Cet anniversaire a été célébré mercredi soir en présence des grands acteurs de ces échanges. L'occasion de revenir sur les actions réalisées dans différents pays. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Sénégal, Mali, Burkina Faso, mais pas seulement. Depuis 2011, l'expertise monégasque a pu être transmise sur place au corps chirurgical et médical. Des échanges fructueux puisqu'ils permettent l'acquisition des connaissances qui ont pour objectif d'être ensuite relayées à d'autres médecins africains. Moi, personnellement, ça a été la celluliochirurgie au Sénégal. Ce que je retiendrai, c'est des avantages énormes par rapport au progrès de la chirurgie au Sénégal et un projet qui a amené son but, parce que maintenant, ils sont autonomes au Sénégal pour faire de la celluliochirurgie, ce qui représente un progrès énorme, tant sur le plan sanitaire que sur le plan esthétique pour les patients. À travers ces projets, ce partenariat révèle combien la principauté s'implique à l'étranger pour venir en aide aux populations. Une collaboration qui va se poursuivre. Présent et fidèle, ça c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que quand on lance une coopération, on mesure bien si c'est à notre portée, si c'est quelque chose qui rentre dans notre ADN, mais après on reste très fidèle à nos partenaires. Et puis bien sûr, on bénéficie de tout ce soutien de la société civile, de l'engouement des médecins d'abord, mais aussi de tout le personnel hospitalier qui a envie de faire ça sur son temps libre, on va dire. Et donc c'est un formidable stimulation. C'est une formidable stimulation pour nous. Former, échanger donc des données essentielles. Et sachez que plusieurs visages de cette coopération sont à l'honneur dans cette exposition non loin de l'accueil du centre hospitalier Princesse Grace.
J-2 avant que la principauté soit à l'honneur. À Dubaï, c'est samedi que sera célébrée la journée du pavillon de Monaco à l'exposition universelle. 24 heures durant lesquelles Albert Croesi et son équipe pourront promouvoir l'identité monégasque. Lors de sa journée, la France avait notamment convié la patrouille de France et Thomas Pesquet lorsqu'il était encore à bord de l'ISS. Quels sont les atouts que la principauté compte mettre en avant? Pour le savoir, nous sommes avec le commissaire général du pavillon de Monaco. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Émilie. C'est la principauté dans toute sa diversité et sa richesse qui s'exporte à Dubaï à l'occasion de cette journée. Oui, tout le monde est en train de voyager. J'ai eu des nouvelles de la délégation qui est embarquée il y a 10 minutes à Nice et qui arrivera ce soir vers minuit à Dubaï, où je serai heureux de les accueillir. Ce que j'ai souhaité mettre en valeur de la principauté, c'est la multitude de choses qui se passent en principauté ou qui se traitent en principauté. Je l'ai dit, les gens sont surpris de voir la Boxan, la moto la plus rapide du monde qui est fabriquée, étudiée, pensée en principauté de Monaco. Voilà, cette expo, si vous voulez, a été pensée de façon à démontrer au monde entier, puisque nous avons énormément de nationalités qui passent au pavillon, que Monaco est riche de génie, riche d'entités économiques, riche de sociétés commerciales, riche en termes de médecine. Peut-être, de temps en temps, et trop souvent à mon goût, les gens ne savent pas que la principauté, c'est cet ensemble de choses. Alors, quel sera le programme de ce 13 novembre? Quelle surprise réservez-vous aux visiteurs? C'est la journée des cérémonies officielles qui sont très orchestrées par l'Expo. Ça commencera relativement tôt le matin puisqu'on va démarrer à 9h30 et elles vont s'étaler jusqu'à 15h30 de l'après-midi. Suite aux cérémonies, il y aura un magnifique spectacle du Monte Carlo Festival. Je dis magnifique parce que j'ai pu apprécier ce matin les répétitions déjà. À 17h30, l'Orchestre des Carabiniers du Prince donnera également un concert de 45 minutes. Et à 19h, nous aurons l'immense plaisir d'aller assister au spectacle des ballets de Monte Carlo avec Corémeux. Et cette journée va pouvoir mettre en valeur cette richesse de la principauté? Oui, je pense. Nous avons, ne serait-ce qu'en termes de délégation de personnes encadrées, reçu, invité à peu près 350 personnes qui vont défiler au pavillon. Et ces 350 personnes, j'en suis certain, vont elles-mêmes faire l'écho de ce qu'elles ont vu et ramener à leur tour un petit peu de monde au pavillon. Donc je pense que cette journée est capitale pour la notoriété de la principauté de Monaco. Un point d'étape, si vous le voulez bien, Albert, sur la fréquentation. Le pavillon monégasque suscite toujours un grand intérêt? Il y a eu une petite baisse de régime la semaine qui vient de passer, juste cette semaine-là. Je ne me l'explique pas et elle est générale à tous les pavillons. Mais la principauté totalise aujourd'hui déjà plus de 200 000 visiteurs, 230 000 visiteurs depuis l'ouverture. Donc nous sommes dans ce que nous avions escompté et je suis très satisfait du visiteur. Et plus globalement, quel est l'accueil de l'exposition universelle par les Dubaïotes? C'est le plus grand événement jamais organisé dans le monde arabe. Et puis c'est la première fois qu'une exposition universelle a lieu dans le monde arabe. Donc c'est vraiment un événement extraordinaire pour eux. Tout est fait pour que les gens qui viennent à Dubaï viennent également à l'expo. C'est vraiment l'événement du moment, mais un grand moment, 6 mois durant à Dubaï. Il y a énormément de monde. Nous l'avons constaté pendant les vacances scolaires, les dernières vacances scolaires. Il y a eu une affluence considérable. Donc je pense que Dubaï fait une énorme publicité sur cette expo, mais que c'est à travers le monde qu'on sait qu'il y a une exposition universelle à Dubaï. Et l'événement du moment pour Monaco, donc ça sera la journée du pavillon Monaco qui aura lieu donc le 13 novembre sur lequel nous reviendrons sur l'antenne de Monaco Info. Merci infiniment Albert Croesi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Émilie et puis à très bientôt. Merci. Retrouvons Julia Vielle pour le reste de l'actualité. Julia, Patrick Bosso a ouvert la 15e édition des Sérénissimes de l'humour hier. Le Festival du Rire en Principauté réunit sur 4 jours une pléiade d'humoristes et d'acteurs au Grimaldi Forum. Hier soir, c'est Patrick Bosso qui s'est produit sur scène à l'occasion de son spectacle Dernier Round à la salle Prince-Pierre. Un spectacle qui s'est déroulé sous les yeux du prince Albert II de Monaco qui était présent pour l'occasion. Cette année encore, les Sérénissimes de l'humour soutiennent l'association Fondation Flavien au profit des cancers pédiatriques et des maladies rares chez l'enfant. Demain, c'est Elise Moon qui se produira sur scène avec son spectacle Elise Moon et ses monstres.
Et retrouvez l'ensemble de la programmation des Sérénissimes de l'humour sur le site officiel de l'événement. Il était notre invité la semaine dernière. Pierre Frolla a officiellement présenté son dernier livre au musée océanographique. Un livre coécrit avec Greg Lecoeur, Julia. À l'occasion de la parution de ce livre, le prince Albert II de Monaco s'est rendu sur place pour assister à une conférence et à un cocktail autour de Océan face à face. Cet ouvrage offre une plongée photo vertigineuse au plus près des animaux marins, avec Pierre Frolla, le champion du monde d'apnée. Côtoyés de très près, cétacés, requins, raies, tortues, crocodiles révèlent leur beauté en même temps que leur présence nécessaire au sein de notre environnement. Dans cet ouvrage, Pierre Frolla et Greg Lecoeur, photographes multi-récompensés, offrent une sublime immersion dans les tréfonds de l'océan, Émilie. Solidarité pour finir, une joëlette a été offerte par l'association Monaco Liver Disorder à la compagnie des sapeurs-pompiers. Ce fauteuil tout-terrain monoroue permet la pratique de la randonnée et de la course à pied aux personnes à mobilité réduite. Cette joëlette permettra donc aux sapeurs-pompiers et aux carabiniers d'emmener des enfants en situation de handicap lors de différentes manifestations sportives monégasques. D'ailleurs, une équipe de sapeurs-pompiers sera présente lors du traditionnel Giro di Natale. Oui, course qui aura lieu le 12 décembre prochain. Merci Julia. On reste dans le sport et du rugby à 7. C'est samedi qu'aura lieu à Paris la finale de l'Inextenso Super Sevens. Ce tournoi réunit les 8 meilleures équipes de France qui se sont qualifiées cet été. Le Monaco Rugby Sevens en fait partie. Frédéric et Lyon les a suivis lors de leur entraînement au stade Prince Héréditaire Jacques. Le Monaco Rugby Sevens est en train de se faire une place dans l'échiquier du rugby à 7 hexagonal. L'équipe coachée par Jérémy Ecardi a parfaitement négocié les 3 étapes qualificatives de l'Inextinso Super Sevens, le premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7, réunissant les 14 équipes du top 14 et 2 invités, Monaco et les Barbarians. Une 7e place à Aix, puis 2 victoires au tournoi de Toulouse et La Rochelle. Une magnifique performance réalisée avec un mélange de joueurs amateurs et de joueurs référencés au niveau international. La recette fonctionne et sera reconduite pour la finale à Paris samedi qui réunit les 8 meilleures équipes. Tout le monde disait qu'on avait des joueurs amateurs, et effectivement on en a. On a des joueurs qui ont posé une semaine de vacances pour venir avec nous aujourd'hui, donc je trouve l'aventure encore humaine, notamment effectivement Gaspard qui a posé des vacances, Johan aussi. Voilà, on a réussi à se qualifier sur la tournée estivale, on avait utilisé 25 joueurs, on tenait vraiment à garder au moins la moitié de l'équipe pour cette finale. Effectivement on s'est renforcé, bon, vous l'avez vu, Dan Norton, Harry McNulty, plus Paulin Riva qui est arrivé de France 7, Brandon Holder aussi qui arrive de Pro D2 c'est des garçons que j'avais déjà un peu sollicités pour la tournée estivale et en fait les clubs n'ont pas réussi à nous les lâcher. Donc là je suis vraiment content qu'ils puissent nous rejoindre sur l'aventure. Le groupe s'est retrouvé depuis dimanche et s'entraîne au Devins, des séances axées sur le combat ou sur la circulation de balles et des principes de jeu. Parmi les nouveaux visages, le Britannique Dan Norton, légende du Sevens et recordman du nombre d'essais inscrits au niveau international. I'm enjoying being here. I'm looking forward to being part of the Monaco team. Again, talking to Emmanuel and Jeremy about how family is important and things like that, and being again in a team sport, but I'm also playing with the likes of Cecil, played against him for 10 years, Pauline and the other guys as well against the French team. So yeah, it's some familiar faces. I'm looking forward to going back out there and playing in the finals. Certains sont là depuis le début de l'aventure, comme William Vavrin, le capitaine de Mont-de-Marsan, qui aborde cette finale avec ambition et humilité. On a forcément envie de bien faire. Après, il faut rester quand même attentif parce qu'il y a des grosses équipes et que le rugby 7, on sait que ça va très très vite. Surtout que c'est un tournoi là, donc à élimination directe. Donc il va pas falloir se rater d'entrée et il va falloir rester surtout concentré et prendre les matchs comme il faut. Et après on verra bien si la victoire sera au bout. Les joueurs ont été reçus au Palais ce jeudi midi pour la photo officielle. Le Monaco Rugby Sevens débutera son tournoi samedi par un quart de finale à 14h20 contre La Rochelle. Et souhaitons-leur bonne chance. Un mot à présent sur l'Happy Hour musical qui a eu lieu hier à l'Auditorium Régnier 3. Le quatuor Monoikos a rendu hommage à 2 compositeurs proches de la principauté. Le reportage de José Sacré sur des images de Serge Prémont.
En raison de l'installation du centre de vaccination contre la Covid-19 à l'Auditorium Régnier 3, le Happy Hour musical du 10 novembre 2022 a eu lieu non pas au Troparium de l'Auditorium, mais dans la salle Yakov Kreisberg, avec en invité le quatuor Monoikos. Nicole Curo, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et fondatrice de l'ensemble, était entourée de nouveaux musiciens, Adela Urquhart, violon, Thomas Bouzy, alto et Caroline Rouland, violoncelle. Il se trouve qu'en effet, sur ce concert, j'ai une équipe toute jeune, toute neuve, des collègues très talentueux qui sont donc aussi à l'orchestre avec moi. Et ça se passe très bien. On a fait des répétitions très sympathiques et fructueuses. Dans le cadre de la commémoration de la disparition du prince Albert Ier, qui sera célébrée en 2022 et donc avec quelques semaines d'avance, le Quatuor Monoikos a rendu hommage à 2 compositeurs appréciés par le prince Albert Ier, Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns. Ce sont des artistes qui ont été reçus à Monaco, qui ont créé des œuvres à Monaco, donc c'est très intéressant, c'est très touchant. Je trouve que ça nous rapproche d'une façon un petit bond dans le temps. Et on se trouve à l'époque où ces œuvres ont été écrites, ont été créées. Alors, le Quatuor de Fauré est la toute dernière œuvre de Fauré. Saint-Saëns, on lui a carrément... plusieurs de ses collègues ont supplié toute sa carrière durant « Mais il faut que tu écrives des quatuors à cordes, il faut que tu écrives des quatuors à cordes. » Et il s'y est risqué, mais très tardivement. Et c'est une vraie réussite. Et le prochain compositeur à l'honneur à l'Auditorium Régnier 3 sera Debussy avec un récital du pianiste Jean-Yves Thibaudet. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Julia ? Eh bien, Émilie, le beau temps ne sera pas au rendez-vous à l'image de ce jeudi 11 novembre. Il va globalement pleuvoir dans toute la principauté. Les températures seront comprises entre 13 et 17 degrés. Cela ne sera donc pas vraiment le bon moment pour aller faire un plouf dans la Méditerranée, mais l'eau sera tout de même à 18 degrés. Demain, c'est la Saint-Christian. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de cette édition. Le gouvernement princier a décidé de prolonger et de renforcer l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 25 février 2022. Retrouvez tous les détails sur nos réseaux sociaux. On referme ce journal avec les images de Stéphane Dana qui a assisté à l'entraînement du Monaco Rugby Sevens avant son départ pour Paris. Nous suivrons bien évidemment le parcours de l'équipe monégasque. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.